Parfait. Peut-être bientôt. C'est bon. Allez-y, où vous voulez. Les micros juste là. C'est parti. Alors bonjour à tous, je suis Marion Cazot de Belco, donc Belco sourceur et importateur de café vert. Je vous remercie pour votre participation à cette conférence autour d'un sujet très inspirant qui est l'agriculture régénérative au sein de deux univers qui sont très proches, le café et le vin. Merci beaucoup au CIRA et au collectif Café de nous accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler de ce très beau sujet. Nous allons aborder donc deux problématiques en 45 minutes. 45 minutes, c'est très court, on va essayer de faire de notre mieux. La première, c'est face au changement climatique, la dégradation accélérée des sols et la perte de biodiversité. Il est incontournable pour les producteurs d'adopter une transition vers des pratiques plus durables, donc producteurs de café et vignerons. Comment montrer que durabilité peut rimer avec rentabilité? Et la deuxième, c'est côté consommateur, comment on peut faire des achats plus éclairés et vraiment engagés en valorisant des produits durables issus de l'agriculture régénérative. Donc, autour de ce sujet, j'ai demandé à trois superbes intervenants aujourd'hui de prendre la parole. Donc, j'ai Sadri sur la gauche, qui est fondateur des Cafés Moxa, torréfacteur de café de spécialité lyonnais engagé sur la filière depuis 2011. J'ai Arnaud Cos, ici, responsable de la transition chez Belco et producteur en Équateur avec la ferme Las Terrazas del Pisquet. Et enfin, j'ai Bruno Lissner, qui est un vigneron passionné et visionnaire installé en Alsace. Il prône une approche naturelle de la viticulture. Est-ce que j'ai bien défini tous vos postes ou est-ce que vous voulez ajouter quelques points? Ok. Donc on va commencer sur la première partie, qui est autour de la définition de l'agriculture régénérative. Arnaud,
pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles pratiques tu as mis en œuvre dans ta ferme et qu'est-ce qu'est pour toi l'agriculture régénérative, s'il te plaît? Oui, alors l'agriculture régénérative, moi je préfère parler d'agriculture écologiquement intensive. D'une part parce qu'aujourd'hui l'agriculture régénérative, ça va commencer déjà à partir sur des notions de certification et on essaie plus ou moins de s'émanciper de ce type d'intervenants. Et ça consiste, en fait moi je peux rappeler dès le départ le pourquoi je suis venu à l'agriculture régénérative. J'ai vécu, moi personnellement, sur une de mes plantations, la première qui s'appelait la Stolas, les effets du changement climatique. Et donc je pense qu'à partir du moment où on subit cette vulnérabilité, qui provient de deux choses, hein, des facteurs extrinsèques qui sont le climat, la localisation, etc., et des facteurs intrinsèques, le choix de ces variétés, le mode de culture et toutes ces choses-là. La définition en elle-même de l'agriculture régénérative, c'est de faire travailler la nature. C'est-à-dire ne plus essayer d'intervenir et de remettre le café, qui est une plante de forêt, dans un contexte, un écosystème forestier, et de faire en sorte que la nature, et qui est quand même le modèle le plus intensif qui soit, puisque c'est quand même une forêt produit beaucoup plus de biomasse que n'importe quelle culture. Donc c'est essayer de reproduire ce modèle et le faire en sorte qu'il se développe de par lui-même sans trop d'intervention, mais en essayant d'être le plus actif possible pour arriver pour être à ce niveau d'intensité en fait de la culture qui consiste, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'instruction particulière là-dessus. Tout est basé sur à la fois de la science et de l'observation, c'est-à-dire arriver à mélanger le scientifique et le paysan et sortir de ce mode d'exploitant. Et Bruno, est-ce que tu peux nous dire, en ce qui te concerne, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ces pratiques? Oui, bonjour. Donc je suis un agronome des années 70. Autrement dit, des gens qui savaient, il y a plus de 40 ans déjà, que climat, biodiversité, alimentation, préservation de l'eau étaient liés. On pensait que ce ne serait pas aussi rapide. Aujourd'hui, on y est. Et en 2001, lorsque j'ai repris le domaine, mon idée était donc tout d'abord, et en vain, on a cette notion de terroir, que la vie dans chacun de nos six terroirs revienne, sans pousser les choses, donc restaurer toutes les plantes, toute la chaîne du vivant, les animaux, c'est-à-dire en ne faisant rien, en arrêtant de faucher et de travailler le sol. Le but, c'est d'avoir au contraire des systèmes autonomes, résilients, où la vigne se nourrit elle-même, où les raisins sont mûrs et sains et sont prêts à fermenter. Donc c'était toute une idée de déconstruire ce qu'on appelait du 20 au 21e siècle et redonner du sens au 21e en intégrant tous les aspects environnementaux et sociétaux de l'activité ancienne. Et toi, Sadri, qui a toujours voulu avoir un contact très direct avec les producteurs, comment, et enfin surtout, quelles sont les attentes des consommateurs et comment on peut les sensibiliser davantage au sujet? Par rapport aux consommateurs, je pense qu'il y a c'est mon point de vue, je pense qu'il y a un réel besoin de traçabilité, d'achat éthique également. Pour le torréfacteur, évidemment, il faut travailler avec savoir où on achète son café, choisir les bons importateurs également, qui ont une démarche de sourceur et d'accompagnement des producteurs. On achète via des importateurs comme Belco, et on va aussi sur place. Donc on voit la qualité des sols, on essaye aussi d'amener doucement et à notre niveau en fait. On essaye d'en parler. On a eu quelques petits succès avec des producteurs, mais on a encore beaucoup de travail. Et sur des petits, j'aurais des questions pour Arnaud tout à l'heure. Comment amener des petits producteurs à avoir un changement en fait d'exploitation, de culture et en étant économiquement viable. Justement, on va rentrer sur l'aspect bénéfices et défis. Arnaud, je voudrais savoir un peu quels bénéfices justement tu tires de ce mode d'agriculture sur la qualité du café, la résilience climatique et aussi sur le sujet de rentabilité.
Ouais, on peut peut-être commencer justement par ce sujet de rentabilité qui fait partie en fait intégrale de la notion de durabilité sur les trois dimensions, qu'elles soient économiques, agro-environnementales et socio-territoriales. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs se plaignent du prix, en fait, au lieu de revenir un petit peu en arrière et réfléchir aux productivités, au rendement qu'il y avait sur le café il y a encore 15-20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à la moitié. On est à la moitié. Il faut considérer qu'à peu près 50% des surfaces aujourd'hui plantées en café ne seront plus aptes à la production de café en 2050. Et donc, si on veut pérenniser d'une certaine façon dans la filière notre approvisionnement, il faut quand même que quelque part on se préoccupe de ce qui se fait à l'origine et du devenir en fait de la filière, avec un gros décalage par rapport à ce qui s'était déjà fait, qui a été fait au niveau de la science. Et aujourd'hui, cette perte de rentabilité, elle n'est pas due en fait au prix. Et il faut arrêter d'être obnubilé par le prix, mais justement par cette perte de productivité. Donc, en fait, je pense que dans le cas du café, au moins, le but, c'est d'arriver à ne pas perdre de productivité, baisser ses coûts et éventuellement, comme disait Sadri, avec des consommateurs responsables, pouvoir valoriser un peu mieux à la fois sa production, éventuellement les sous-produits. Je ne sais pas si on aura le temps de parler également des sous-produits d'une exploitation. Il y a une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, c'est aussi, parce que tu as aussi la casquette Belco, mais c'est de savoir comment Belco accompagne justement les producteurs dans cette démarche. Le but, c'est à la fois de chercher à valoriser la démarche à l'origine, c'est-à-dire signaler les bonnes pratiques, arriver à trouver des signalisations de bonnes pratiques qui ne soient pas forcément complètement encadrées par des certifications, mais arriver à créer des attributs de confiance sur l'ensemble de la filière, faire en sorte qu'aujourd'hui on récupère de la confiance entre tous les acteurs et toutes les parties prenantes et arriver de cette façon-là à la signaler. Donc nous, pour ça, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de mesurer la durabilité pour pouvoir communiquer là-dessus d'un côté, et de notre côté, évidemment, il faut qu'on soit en mesure de créer de la connaissance et de la transférer. Le but, c'est qu'en étant comme importateur présent dans différents pays, on a peut-être plus de facilité à détecter des pratiques qui peuvent être ancestrales ou qui ont été redécouvertes ou même à la limite découvertes par les producteurs, et de faire en sorte de mutualiser cette connaissance au niveau de l'ensemble de la zone de production de café, toutes les origines confondues. Et finalement aussi, à travers notre parcelle d'expérimentation, notre ferme école, qui est à la fois une parcelle de recherche et développement, c'est pouvoir produire cette connaissance et faire en sorte que les producteurs qui n'ont pas soit le temps, soit l'espace, soit la conviction, nous laissent la possibilité de produire cette connaissance. Sadri, il a une question qui lui brûle les lèvres depuis tout à l'heure. J'ai une petite question. On a commencé en 2019 avec un producteur indien. Autour d'une bière, on parlait un peu de glyphosate, bio, régénération des sols et tout ça. Et en fait, on a fait une expérimentation avec lui sur une parcelle. Moi, je lui ai dit, on va te couvrir tous tes frais. Il a repris la ferme de son père. Il avait des intrants chimiques. On dit, on va faire un petit essai, on va essayer sur cette parcelle. Tu vas rien mettre dessus. D'accord ? Le Covid est arrivé. C'était un petit peu compliqué, mais c'est une grosse ferme. Il avait 120 hectares. D'accord ? Donc il avait réservé 2 hectares. Il n'a rien mis. Il m'a envoyé des photos. C'est trop bien. L'eau, elle coule pas. Les sols retiennent l'eau. Il a arrêté. Je parle sur 3 ans. Hein, il a arrêté d'irriguer. Les coûts d'approvisionnement auprès des intrants chimiques, ils ont chuté. Il avait quand même quasiment $35 000 d'achat. Donc t'imagines quand même la somme. C'était tout positif, d'accord ? Lui, il avait 120 hectares. Donc économiquement, ça lui a pas changé la vie. Alors si, il a eu moins de coûts, c'est tout bénéfique, hein, ça, il n'y a pas eu de souci. On va voir d'autres producteurs au Pérou, en Bolivie, en Colombie.
des jeunes qui reprennent les exploitations de leurs parents. Ce pas des grandes fermes. 3, 4, 5, 6 hectares, quelquefois 12. On essaie d'avoir le même discours. C'est quand même beaucoup plus compliqué pour nous ou pour les importateurs de leur dire bon, la régénération des sols, c'est bien, il va falloir arrêter d'acheter des intrants. Bon, il va peut-être y avoir une perte de rendement, mais comment on explique en fait et comment on les convainc que dans quelques années, leurs sols seront peut-être, il n'y aura peut-être plus rien. Et, enfin, pour moi, la question, elle est vraiment là. Ouais, en fait, la perte de fertilité des sols, qui est aujourd'hui probablement beaucoup plus responsable que le changement climatique de la baisse des rendements, fait en sorte que demain, l'agriculture conventionnelle, de toute façon, ne sera pas rentable. Et ne l'est déjà plus, puisque on voit dans certains pays, on a besoin de subventionner, et de toute façon, aujourd'hui, elle n'est pas durable, et donc la rentabilité n'est pas assurée avec le statu quo. Donc il faut de toute façon passer à autre chose. Ce que je dis, demain, le paysan qui a l'habitude de se lever tôt, on disait souvent, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Aujourd'hui, l'avenir appartient aux gens qui se réveillent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à prendre conscience du problème de cette perte de fertilité des sols et du fait que les intrants sont de plus en plus chers, puisqu'ils dépendent de la pétrochimie. Moins de productivité et dans le cas du café, évidemment, un marché de commodity où il y a de la spéculation qui rentre en jeu. Donc en fait, le producteur, il faut qu'il puisse sécuriser son débouché avec justement être en contact avec un torréfacteur directement pour pouvoir... Qui s'engage à couvrir au moins ses frais. Et là, pour un petit producteur, c'est très difficile, même si à travers les coopératives, c'est possible. Et on en discutait avec Bruno justement. Sur le café, comme apparemment sur le vin, c'est à environ 5-6 hectares que peut gérer une personne toute seule sans avoir recours à de la main-d'œuvre extérieure, sauf évidemment pour la récolte. À partir du moment où une personne n'a que 2 hectares, soit il fait autre chose sur son exploitation, il n'a pas que 2 hectares et donc il a une autre spéculation sur son exploitation, soit il fait quelque chose, il travaille à l'extérieur, il est en mi-temps sur sa plantation. Mais de toute façon, s'il reste tel quel, il va dans le mur. Donc, et pour pouvoir montrer ça, il faut essayer de montrer qu'il n'y a pas autant de perte de productivité que ce qu'on a tendance à penser, parce qu'aujourd'hui, la perte de productivité, elle ne vient pas du passage à la nature, quoi. Des sols qui sont morts et qui ne sont aujourd'hui que des substrats, demain ne permettront pas de produire. On va continuer de développer ce sujet peut-être après, parce que j'ai quand même envie que Bruno puisse intervenir justement sur cette question par rapport à la vigne. Justement, c'est quoi les bénéfices et les défis, et surtout, qu'est-ce qu'il y a comme résistance dans votre secteur, enfin dans ton secteur, pardon, pour adopter ces pratiques? Oui. Donc déjà, pour comprendre le vin et les raisins, il faut prendre dans un premier temps le point de vue de la vigne. Et la vigne, c'est une liane qui, depuis quelques centaines de millions d'années, sait mûrir son fruit. Pour avoir un raisin mûr, c'est-à-dire un pépin capable de germer et une peau qui protège un jus qui va attirer la bestiole qui va trimballer le pépin, on voit bien que la vigne fait ni les branches et les feuilles pour qu'on les coupe, et encore moins du jus pour que l'humain en produise du vin. Par contre, si l'humain a domestiqué cette plante il y a à peu près 12 000 ans, c'est qu'il y a des qualités intrinsèques, et c'est celles que le vivant sait synthétiser, et c'est celles, sans doute, ces raisons pour lesquelles l'humain l'a domestiqué, cette plante, mais on a complètement abdiqué de ces qualités pour fabriquer une boisson aujourd'hui pratiquement hors sol. Donc, ce qui était intéressant dans mon cas de figure, en 2001, lorsque j'ai repris le domaine, il a déjà fallu 5-7 années pour que toute la faune et la flore propre à chaque terroir, un terroir sablonneux, pauvre, un terroir pentu, chaleureux, puissant, reviennent et que les vignes réapprennent à se nourrir toutes seules. Donc je redis, pas de fertilisant, pas de gavage, pas de travail du sol, pas de semis, pas de fauchage, pas de rognage, pas d'effeuillage, c'est-à-dire aussi cette fois-ci cette plante qui déroule chaque année son cycle à elle, d'un fruit fécondé à un fruit mûr où on vient juste avant les oiseaux cueillir les raisins. Voilà. Donc repositionner complètement une activité ancienne
avec tout ce que le vin représente en tant que boisson, mais avant tout de fruits et d'aliments. Au XXIe siècle, c'est déconstruire les techniques et se remettre à l'écoute du vivant. Et c'est là que je te rejoins. Donc, bien sûr que les rendements ont chuté. Bien sûr, surtout que les vins sont devenus totalement différents de ce que les gens avaient l'habitude d'appeler vin avec les techniques qu'on a introduites tant dans les vignes pour avoir un rendement, voire du sucre, mais en aucun cas des antioxydants, des amertumes, des salinités, des boissons intéressantes. Et évidemment en cave, tout ce que l'énologie moderne a permis de faire pour en gros faire boire aux gens un raisin pas mûr qu'ils n'auraient certainement pas mangé. Donc vous voyez le gros boulot qu'il y a. Alors c'est sans doute effectivement 7-12 ans pour que les systèmes redeviennent autonomes, résilients. Ça veut dire qu'en année sèche, la vigne, elle s'en sort parce qu'elle a des systèmes qui gardent l'eau. Elle sait se nourrir, elle a la photosynthèse, elle sait mûrir ses fruits. Avec le froid, le système maintient aussi des températures qui la conservent hors gel, etc. À l'autre bout de la chaîne, et ce sera la question intéressante pour moi, évidemment que le produit vin est totalement différent. Je dis souvent que mes étoiles, je les ai perdues vers 2010 parce qu'au fur et à mesure que mes vignes devenaient sauvages, les vins changeaient. Et donc les critères de lecture de ce que les gens appelaient un vin n'étaient plus du tout adaptés à ces critères du XXIe siècle qui intègrent ces dimensions. Et voilà, donc le travail finalement, il se fait plus à l'autre bout de la chaîne. Le vivant sait se restaurer. De toute façon, si on veut qu'il soit autonome, c'est à nous de modifier notre activité, comme dans tous les autres domaines au XXIe siècle. Et on voit bien que le produit qu'on obtient, finalement, c'est de nouveau l'humain à l'autre bout de la chaîne qui n'est pas toujours capable de le comprendre, de le goûter pour ce qu'il est, d'où la chaîne complète qu'il faut, en termes de transparence, de continuité des molécules, mais aussi de chaleur humaine et d'émotions positives qu'on partage. Voilà. Cédric, j'aimerais bien savoir justement... Côté consommateur, est-ce que tu penses qu'ils sont prêts à payer davantage pour ce type de produit? Question difficile. Je pense que oui. Je pense que oui. Après, c'est à nous de les convaincre par des ateliers, par des explications sur les paquets de café, on appelle ça sur de la PLV, en magasin. Mais il faut que le torréfacteur ou l'importateur, en tout cas, soit persuadé de faire que la régénération des sols. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, hein, de toute façon. Je rejoins Arnaud là-dessus. Il faut en être persuadé, mais c'est à nous d'arriver à les convaincre. C'est pas évident, surtout à l'heure, en tout cas dans le café spécialité, de notre cas, toujours des cafés acidulés, des cafés très bons, très complexes. Ok, mais comment ils ont été produits en fait ces cafés? Dans la nouvelle fiche de dégustation, effectivement, il y a une partie, mais c'est pas une note en fait. Hein. Et on peut avoir par exemple un café qui est noté 88 sur 100, et on va écrire 88 sur 100 produit avec des intrants chimiques. Mais ça ne fait pas baisser la note en fait. C'est une information, on en fait ce qu'on veut. À nous peut-être d'avoir un autre changement aussi de paradigme, un nous torréfacteurs hein, et acteurs de la chaîne en général, d'expliquer, et vous goûterez tout à l'heure un café d'Inde, ce qu'on a fait avec Sunil. Alors c'est pas des cafés qu'on aurait forcément mis nous dans ce genre de manifestation autour du café spécialité. C'est un café qui est très bon, mais qui rentre pas dans les standards entre guillemets d'un café filtre de spécialité. Vous goûterez. Mais c'est possible évidemment de le faire dans les ateliers sur la PLV. Et le consommateur est prêt à payer le petit plus qui fait la différence. À nous aussi de proposer aux producteurs. On l'a fait en Inde, tu vois, quand on a commencé avec Sunil, il avait des cafés qui étaient 82 sur 100. On a dit ok, bon, on va peut-être faire, il faisait un lavé, on a dit on va peut-être essayer de faire des process post-récolte, on va peut-être essayer de faire des natures. Sur le marché ça marche mieux, ça utilise moins d'eau en plus. Là il était là encore cette année, je dis peut-être essayer de faire des co-fermentations, je sais pas. Pourquoi pas? Ou de faire de l'anaérobie. Et ça permet du coup d'avoir un café qui peut baisser en rendement. Et ça, il n'y a pas de souci. Il baisse en rendement, mais il augmente en qualité avec des process post-récolte. Donc après, c'est toujours un risque aussi. Parce que tout ce qui est post-récolte et fermentation, c'est un peu risqué. Donc ça veut dire investissement et ça veut dire
il faut s'engager à couvrir les frais. En fait, c'est pas aux producteurs seulement de supporter ces investissements, et notamment quand ils ont une petite taille. Justement, sur la dernière partie, j'ai oublié de poser une petite question à Arnaud d'abord. Sur justement par rapport à ton rôle en tant que responsable transition chez Belco, est-ce que tu peux partager un peu plus quel plan d'action on est en train de mettre en place pour accompagner ce changement? C'est une question qu'on n'a pas forcément posée tout à l'heure. Oui, mais je l'avais déjà un peu abordé sur notre façon, nous, d'être acteurs dans cette transition. Donc, c'est pouvoir mesurer la durabilité, pouvoir fournir à l'aval de la filière une meilleure compréhension et une meilleure signalisation de la qualité directement liée avec la durabilité. Et ensuite, c'est pouvoir transmettre la connaissance de façon transversale. Et il y a aussi il y a un point sur la rentabilité qui est extrêmement important, et ça, on en avait souvent discuté, sur le fait qu'on réfléchit la rentabilité aujourd'hui en termes économiques chez le producteur, et on oublie souvent de prendre en compte, et c'est extrêmement important, les services environnementaux et écosystémiques que peut apporter une plantation en agriculture écologiquement intensive. Qui aujourd'hui n'est pas payé aux producteurs, demain le sera peut-être. Je ne sais pas si dans le vin aujourd'hui on reconnaît par exemple la préservation de la biodiversité, et quelqu'un est prêt, la collectivité, la société est prête à payer pour ça, mais ça fait partie intégrale de la rentabilité, c'est de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, la valeur ajoutée sur ce type de service, si le discours du torréfacteur vis-à-vis du consommateur est correct, éventuellement, les gens qui auront l'impression que c'est plus cher, en fait, devraient être conscients qu'ils sont en train de payer autre chose que du café. C'est des services environnementaux rendus par les plantations, qui limitent l'érosion, qui améliorent la biodiversité, qui stabilisent des populations, tout un tas de services qui ne sont pas directement visibles et rémunérés aux producteurs. Je crois que Bruno veut intervenir sur le sujet. sujet. Oui, juste pour donner quelques exemples. Sur nos 10 hectares de vignes, on économise à peu près 3000 litres de gasoil. On en utilise 200 litres contre 3500. On a aussi finalement très peu d'intrants. On stocke, comme j'ai dit, de l'eau, on piège des gaz à effet de serre. Et sur le côté humain, parce que je pense que surtout les générations plus jeunes le comprennent très bien, on économise 1000 heures de machine, 600 heures de pas de tracteur à tout bousiller pour le réparer ensuite, et 400 heures à ne pas étiqueter des bouteilles dont personne ne veut et qu'il faut brader. Donc, lorsque l'humain recherche sa place dans cette notion d'activité, que ce soit maintenant un travail professionnel ou tout simplement une activité humaine, on voit bien que notre problématique humaine, c'est de vivre ensemble sur la planète. Et c'est en ce sens-là que nos vins deviennent des questions, des questionnements d'ailleurs. Et à l'autre bout de la planète, on est très content quand un client japonais dit « dans vos vins, je goûte que vous aimez la nature ». Ou lorsqu'à Göteborg, quelqu'un goûte un vin et vient ensuite, en passant parce qu'il se rend à son travail en Suisse ou en Espagne, comprendre d'où vient ce goût. Parce qu'on est tous équipés en tant qu'humains pour utiliser notre cerveau, notre bouche, comprendre ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut intégrer tant les aspects directs de l'entreprise, mais surtout ces aspects collectifs qui sont soit différés dans le temps pour les 2-3 générations qui viennent, voire très proches de nous. Évidemment aussi, l'autre bout de la planète, il est idiot de prendre du sucre de canne bio pour faire du vin bio en Alsace, tout comme c'est un peu idiot aussi d'acheter du guano bio du Chili pour faire un fertilisant dans nos vignes, alors que sur place, on a les plantes, les animaux, les microbiotes et le climat dans lequel la vigne sait vivre. Justement, ça enchaîne bien sur la deuxième partie où je voudrais revenir un peu sur les différences majeures entre les deux filières, café et vin, si vous pouvez nous expliquer sur la partie café, déjà, Arnaud? C'est un peu une sensation, parce que je ne connais pas tellement la filière du vin, mais globalement, j'ai l'impression que dans la filière café, de par le fait qu'il y a des transformations au-delà de la plantation, il y a beaucoup plus d'intervenants et beaucoup plus de parties prenantes. C'est-à-dire que le producteur ne produit qu'une matière première et qui ensuite est transformée par le torréfacteur, qui ensuite est extraite et préparée et
est extraite par un barista ou éventuellement par le consommateur. Le consommateur, d'une certaine façon, quand il achète du café, même en achetant du café, il peut obtenir un résultat différent en fonction de la façon dont il va l'extraire. C'est pas comme ouvrir une bouteille. Bon, j'imagine qu'il y a des différences forcément par rapport à la façon de la température pour servir du vin et des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étapes et beaucoup plus d'intervenants tout au long de la filière. C'est un marché de commodity, le café, c'est-à-dire qu'il y a également un marché à terme qui intervient pour la définition des prix. On essaie évidemment de s'affranchir le plus possible de ce marché-là qui est très spéculatif. Je ne pense pas que sur le vin, il y ait une bourse du vin qui détermine en fait le prix et qui fasse la loi et qui détermine la rentabilité finalement à la fin. Ensuite, moi j'ai un peu découvert aussi le fait que le vin pouvait être vivant. Le café, c'est un produit vivant et ça, les gens ont peut-être du mal à l'appréhender, mais globalement, le café, le grain de café, c'est un être vivant. À l'intérieur, il y a un embryon qui est encore vivant. Le jour où l'embryon meurt, le café perd complètement de ses caractéristiques et de ses qualités, qu'elles soient organoleptiques ou qu'elles soient diététiques, disons. Et donc tout le travail, c'est arriver à maintenir le long de la filière le plus possible la vie dans ce café pour que, au moment de la torréfaction, évidemment, l'embryon meurt et le café doit être consommé relativement vite après. Il n'est pas conservé. Il n'y a pas de millésime dans le café comme ça peut être dans le vin. C'est un peu les différences que je vois entre les deux filières. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Bruno, là-dessus? Pour moi, on a beaucoup de points communs. Déjà, on a une culture pérenne. Alors, si un café, c'est 25 ans, un pied de vigne, c'est plusieurs siècles. En tout cas, ce sont des plantes qui voient passer plusieurs générations, plusieurs cultures. Un autre aspect commun, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on mange en termes de produit final et la fermentation, elle est là pour conserver les qualités du fruit chez nous et le rendre aussi transportable s'il fallait. Un troisième grand point commun, c'est le terroir. C'est-à-dire que le produit que l'on obtient, il est, surtout si on est dans ces approches du vivant, complètement dépendant de son environnement immédiat et des variations de cet environnement. Et là, c'est intéressant de voir que par la boucle, on retrouve nos responsabilités dans tout ce qu'on appelle les modifications du climat, avec les pertes de biodiversité dont on a déjà parlé. Donc, les quelques différences, elles sont où? Il n'y en a pas tant que ça. Effectivement, le vin, c'est transportable. C'est un produit fini lorsqu'il sort de la cave et qu'il est embouteillé avec un bouchon et une bouteille. Mais à l'autre bout de la planète, il parle aussi différemment. Et c'est vrai que le vin, nous, on peut le faire en local. C'est-à-dire, pour l'instant, dans la zone des 10-20 degrés, c'est-à-dire, en gros, là où on peut cultiver de la vigne dans les deux hémisphères, on peut le consommer directement sur place, mais on peut aussi le transporter dans d'autres zones. Donc, ces différences finales, elles sont complètement réduites par le fait qu'on intègre aujourd'hui ces dimensions de coûts globaux, d'externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça fait que la petite planète Terre, on a simultanément ce qu'on fait dans mon petit village qui est valable à l'autre bout et qui est valable pour les 2 générations qui suivent. Les vignes que nous on plante, c'est pas pour nous, c'est pour 2-3 générations. D'où l'obligation, comme chez vous, d'anticiper ces modifications pour rester tout simplement dans ce cheminement du vivant et pas partir dans l'artificialisation totale, qui est une autre piste possible. Oui, je ne sais pas si je peux, mais là-dessus, faut prendre en compte que les environnements, évidemment, un est tempéré, l'autre est tropical. Le café, c'est une plante de forêt. La vigne est plutôt une plante de bordure de forêt, de lisière de forêt, de clairière, on va dire. Et c'est 2 gestions qui sont quand même complètement différentes. C'est beaucoup plus facile de remettre le café dans une forêt et donc de faire de l'agriculture régénérative en mettant des arbres et en permettant des couverts forestiers. Ce que tu as fait d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, enfin moi, sur Terrassas Lespiske, j'ai décidé, après un échec justement par rapport au changement climatique et d'impossibilité d'adapter le café à un milieu où la forêt le repoussait, j'ai créé une forêt de zéro pour pouvoir y réintégrer le café. Et enfin, c'est là où j'ai découvert que les choses fonctionnaient, que c'était extrêmement résilient. Et je veux dire résilient, c'est-à-dire que même quand il y a des chocs ou des aléas extrêmement violents, comme j'ai pu en subir en termes de sécheresse, etc.,
la plantation n'a pas disparu, alors qu'en agriculture conventionnelle, j'aurais rien retrouvé l'année suivante, il aurait fallu repartir à zéro. Par contre, le cycle de vie du café, en fait, le caféier peut vivre énormément de temps. Moi, j'ai recépé des caféiers aux îles Galapagos qui avaient 120 ans et ils sont repartis de plus belle. Mais évidemment, il n'y avait jamais eu d'intrants utilisés, c'était sur sol vivant. Mais pour une culture de café, on installe évidemment la partie forestière, mais il faut voir que les variétés qui ont été sélectionnées et qui sont à disponibilité des producteurs ont été sélectionnées dans le temps pour pouvoir produire en plein soleil. Donc on est obligé de repartir. Et là, par contre, pour refaire une variété ou pour réfléchir sur son adaptabilité, c'est ce qu'on fait sur la parcelle de démonstration, justement, pour éviter aux producteurs d'essayer chez lui différentes variétés et de voir si elles sont adaptées aux conditions agroforestières. Il va falloir 25 ans pour recréer une variété et on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, il faut chercher à adapter des variétés qui ont été créées pour travailler en plein soleil avec une durée de vie très faible. Au Brésil, on considérait presque le café à un moment comme une culture annuelle. Il suffisait au bout de 3 ans de remplacer le café. On avait fait cracher les 2 premières années et on repartait. Mais également, culture pérenne, ce qui veut dire qu'il y a un investissement fait par le producteur. La récupération de cet investissement sur le café, au mieux, c'est 7 ans, c'est plutôt 8-10 ans. Donc on ne peut pas changer en fonction des modes, en fonction des tendances, en fonction du changement climatique. Et donc plus le système est résilient et plus il y a de probabilités de ne pas le bouleverser à nouveau pour pouvoir s'adapter. Sadri, la question est peut-être un peu difficile, mais comment on peut faire le lien justement entre ces demandes pour sensibiliser un public plus large? Je réponds à cette question après. Il y a aussi une autre différence, je pense, c'est que dans le café, il y a très peu de réglementation. Par rapport au vin, je pense qu'il y en a beaucoup. Dans le café, je peux prendre un paquet de café, j'écris café dessus, peu importe la traçabilité, et te le vendre. J'ai rien besoin d'écrire. Alors si tu peux mettre une DLUO, mais en gros, tu peux mettre 10 ans, le café, il ne va pas devenir plat, mais il n'y a pas de danger. Et ça, c'est quand même nous, on milite pour plus de réglementation dans le café. Parce que où tout le monde en tout cas soit même, il n'y a pas de raison que les vignerons soient plus pénalisés que les autres. Nous, il n'y a pas de réglementation dans le café, en tout cas sur l'étiquetage du café, on peut faire ce qu'on veut. Date de torréfaction, pas besoin de la mettre, traçabilité, on n'a pas ça. Donc c'est aussi, je pense, une différence par rapport, je me trompe peut-être, hein, mais et pour répondre à ta question, on peut imaginer des coffrets vin café, par exemple. Ça pourrait être, ça pourrait être bien. Des ateliers aussi. On fait des ateliers de dégustation. Donc, comme dans le vin, il y a des ateliers d'œnologie. Dans le café, il y a des ateliers de dégustation. Et c'est là justement où on explique la filière café, parce que peu de consommateurs quand même savent et connaissent tout ce qui se cache derrière le café. En fait, c'est vrai que c'est une filière qui est très grande. Mais peu de gens savent ce que c'est déjà à la base. Savent ce que c'est, tout le travail en fait qui a été effectué par les producteurs, les importateurs, les gens sur place, quoi. Et c'est une filière, donc justement c'est important ce que tu viens de dire, probablement par rapport au vin ou la traçabilité, même si j'ai découvert que la traçabilité pourrait être importante également dans le vin, mais la notion de traçabilité, et c'est ce qu'on essaie au niveau de Belco évidemment, de faire en sorte que la filière soit la plus traçable possible, la plus transparente possible également, pour voir jusqu'au consommateur final, jusqu'où on a des prises de marge qui puissent être exagérées et moins équitables, disons, sur l'ensemble de la filière. Mais globalement, la traçabilité prend tout son sens dans la mesure où le producteur a du mal à être en contact direct avec le consommateur. Donc il a besoin d'autres acteurs dans la filière qui vont transmettre le message et transmettre la caractérisation du produit jusqu'au bout. Et donc dans les deux sens, quoi. Je vais devoir terminer notre conférence et je vais résumer certaines parties. Donc en gros, ce que je retiens des différents éléments, c'est que ce type d'agriculture répond vraiment concrètement aux défis climatiques et environnementaux. C'est économiquement viable
Et il existe une collaboration possible en fait, entre filières, entre ces deux filières, pour accélérer la diffusion de bonnes pratiques et sensibiliser les consommateurs finaux. En tant que justement acteur de la filière et consommateur, je pense qu'il est vraiment important de soutenir cette transition et de valoriser ces produits issus de pratiques justement durables pour pérenniser ces deux filières. Donc pour continuer de boire de belles tasses et de bons vins, c'est très important de faire des achats plus éclairés aujourd'hui. Je voudrais quand même que Sadri termine cette conférence, avant de vous remercier tous pour votre attention, par faire une toute petite présentation du café qui peut être dégusté après la conférence, parce qu'il a parlé justement de son partenaire Hoysala d'Inde depuis tout à l'heure, mais il y a un café qui va être dégusté, et après on peut vous retrouver aussi avec Bruno pour vous faire déguster ces très bons vins. Oui, donc vous avez là à disposition des thermos avec donc, le café d'Inde. Pour nous, qui est un café plutôt pensé pour espresso cafetière italienne, mais qui va très bien en filtre également. Alors c'est pas, encore une fois, ce que je disais, dans les championnats barista, dans le café spécialité, c'est pas forcément un café filtre dont on attend. Il y a un peu de fruits, mais pas beaucoup. Mais par contre, c'est un café dont on est très fier de servir. Engagé. C'est un café engagé. Ça fait, nous on a vu toute la transition depuis 5 ans et on travaille encore avec Sunil pour essayer d'améliorer la qualité du café. Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même. On va aller le déguster justement. Merci beaucoup, merci à tous et c'est tout. Merci beaucoup.